Une communication inaugurale sur le cadre intégrateur capte l'attention de ces acteurs conviés par WeWorld et ses partenaires. Leur mission est de contribuer au développement de Nati Tengu en œuvrant pour la préservation de la paix et la cohésion sociale. Au cours de son prêche le vendredi, que l'imam parle de paix et de cohésion sociale, vous voyez le nombre de personnes qui peuvent être impactées. Il en est de même pour le pasteur, pour les curés et pour les autres religions. Donc nous n'avons pas invité les gens au hasard. Donc en accompagnant aujourd'hui la mairie au lancement officiel du cadre intégrateur, nous voulons marquer notre engagement pour la paix et la cohésion sociale. Le cadre intégrateur sera ce outil-là qui sera là pour faciliter non seulement les échanges entre les organisations de la société civile et la mairie de Nati Tengu, d'une part, et d'autre part, de faciliter la redevabilité à l'endroit des populations de la commune de Nati Tengu. Il y a d'autres communes, suivant les spécificités, peuvent aller à 15. Mais nous, on a jugé bon d'aller à 12 parce que nous pensons que les 12 prennent en compte un certain nombre quand même de domaines qui sont prioritaires en termes de développement pour la commune de Nati Tengu. Je suis persuadé que grâce à votre mobilisation, cet outil jouera un rôle majeur dans la construction de Nati Tengu de demain, une commune intelligente. Le cadre intégrateur est déjà une réalité dans les zones d'intervention du projet Média B, soit au total 12 communes. Des sacs, des cahiers, des stylos et bien d'autres fournitures. De quoi donner un autre sens à l'année scolaire de ces 97 orphelins. Nous sommes heureux et émus pour cette marque et cette générosité à notre endroit. Nous sommes également convaincus que nos parents décédés seront fiers de ces dons et fournitures. D'ailleurs, leurs esprits sont avec nous actuellement et vous soutiennent. Cette joie émane d'Educo Bénin, fidèle à sa mission de protection et d'éducation des enfants. Aujourd'hui, en voyant le sourire sur ces enfants qui sont parmi nous, on ne peut que nous réjouir. Nous ne pouvons que continuer à avoir la force à travailler, à mobiliser les ressources et à continuer à soutenir les enfants du Bénin. Dans la maison des médias, les enfants présents aujourd'hui viennent de divers départements, le Plateau, l'Ouémé, le Koufo, le Mono, l'Atlantique et bien sûr le littoral. Pour ces enfants qui n'ont pas pu se déplacer et qui se trouvent à l'intérieur du pays, nous veillerons à ce que les kits scolaires leur soient parvenus. Ces enfants devenaient comme un modèle Raphaël Chirimé. Tous les premiers au bac qui vont vouloir faire la médecine, je suis prêt à les aider. Cet acte d'Educo Bénin n'est pas le dernier à l'endroit des orphelins de parents professionnels des médias. L'ONG s'engage à veiller et assurer leur éducation. L'ouverture du campus privé de la Haute École de Commerce et de Management HECM d'Azovès s'inscrit dans le plan stratégique de développement de cette prestigieuse école qui ne cesse d'étendre ses tentacules à travers le Bénin. Son objectif, distiller une formation de qualité en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Ces locaux offrent un environnement d'apprentissage stimulant et des installations de pointe qui permettront à nos étudiants de réaliser leur plein potentiel. Grâce à HECM Abdaoui, nous avons la chance de pouvoir poursuivre nos études dans des conditions optimales sans avoir à quitter nos familles, nos amis, notre ville. L'établissement privé d'enseignement secondaire prépare au diplôme supérieur d'État, en licence et en master dans les domaines de gestion et de technologie nouvelles. C'est l'engagement d'un homme qui résolument a pour ambition d'offrir une éducation de qualité adaptée aux besoins du marché de l'emploi et aux aspirations des jeunes. Ils veulent juste quitter le campus pour aller manger la part de la veille.
ils ne veulent pas jouer avec leurs parents pour souffrir moins. Notre parcours a été très convaincant, aussi bien pour les autorités de notre pays que pour les usagers de l'établissement. Et ceci n'est pas seulement valable au Bénin, puisque beaucoup de pays d'Afrique, surtout francophones, envoient des étudiants se faire former chez nous. Et nous avons jusqu'au 14 octobre pour permettre à tous ceux qui vont s'inscrire de bénéficier du tarif promotionnel qui leur fait économiser 100 000 francs sur les frais de scolarité. Jusqu'au 14 octobre prochain, les populations sont invitées à des journées portes ouvertes pour découvrir les offres de formation disponibles à la Haute École de Commerce et de Management d'Azovec. Les élections communales depuis 2003 jusqu'en 2020, les chiffres montrent à suffisance qu'il reste encore du chemin à faire par rapport à la promotion du leadership féminin. Touché par cette forte présence de l'homme dans le champ politique au détriment de la femme, le programme d'appui à l'égalité de genre PAEG s'est engagé à inverser la tendance à travers ces sessions de renforcement de compétences. Que cet atelier de formation soit l'occasion de concrétiser un vœu, celui de faire en sorte que les partis politiques qui constituent une partie prenante importante pour la mise en œuvre du programme d'appui à l'égalité de genre puissent avoir un meilleur ancrage avec le programme, à amener les bénéficiaires à la maîtrise des notions essentielles qui seront vues ensemble. Le programme d'appui à l'égalité de genre PAEG, financé par la coopération suisse mise en œuvre avec le gouvernement béninois, veut à travers ces séances mettre fin aux inégalités entre les sexes, ce qui permettra de réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. La question du leadership féminin, c'est surtout ces aspects qui manquent aux femmes et qui font qu'elles ne se décident pas, n'aiment pas s'ingérer dans le milieu politique. On attend à ce qu'on nous inculque les valeurs de comment est-ce qu'une femme en politique pourra s'engager. Parce qu'une fois engagée, elle constitue une source, un bénéfice pour son entourage, non seulement pour sa famille, aussi pour la société. À l'issue de ces sessions de formation, les femmes leaders engagées seront en mesure de s'afficher sur la scène politique. En plus de la capitalisation des expériences acquises pour l'atteinte des objectifs du projet SWED, il s'agit pour les parties prenantes de passer en revue les réalisations du plan de travail trimestriel et de se projeter sur les derniers mois à venir. Il sera question d'examiner le plan de travail tenant compte des 2 mois restants pour pouvoir boucler la mission à nous confier, de nourrir les réflexions de façon constructive pour pouvoir utiliser de façon optimale le temps qui nous reste pour boucler à bien notre mission. Cette revue du trimestre 1 des sous-projets de la composante 1 est donc l'occasion pour ses membres d'analyser les performances de leurs différents programmes budgétaires et de prendre de nouvelles résolutions. Pour notre part, je vais parler de l'unité de gestion du projet. Le trimestre écoulé nous a permis quand même de pouvoir évoluer sur certaines activités phares, notamment le déroulement des cours de vacances, qui est une première expérience au Bénin, à l'initiative du gouvernement béninois. L'équipement des jeunes filles adolescentes formées par le consortium Plan Bénin, et qui était donc un grand défi à la fin de notre mission. Et enfin, la formation des comités de veille, des comités de suivi de nos sous-projets, qui est en même temps un premier pas que nous posons par rapport à la logique de pérennisation de ce projet-là. Mais ces 3 grandes activités réalisées qui ont marqué le trimestre écoulé ne nous permettent pas aujourd'hui de conclure que ce trimestre a atteint les objectifs escomptés. Il n'est jamais mauvais de trébucher. Mais ce qui serait criminel, c'est de rester couché. Relevons-nous pour que SWED puisse atteindre véritablement les objectifs qui lui sont assignés. Au terme des travaux, les participants auront une meilleure connaissance des résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet.
soutien en nature et en espèces pour prêter main forte aux pensionnaires du centre d'accueil de Mougnon à Abomey en situation de vulnérabilité. Le don, composé de fournitures scolaires de vivres et d'une enveloppe financière, est un geste de générosité de la Fondation Farid Danko. Il ne faut pas attendre toujours que le gouvernement, l'État fasse des choses. L'État fait de son mieux. Je suis arrivé ici, j'ai vu tellement de belles choses que le gouvernement fait. Et c'est pour cette raison en fait qu'il faut qu'on s'unisse pour faire quelque chose de bien dans la vie de nos enfants. Nous n'avons pas besoin d'être millionnaires, milliardaires pour faire quelque chose dans la vie des enfants de notre pays. À notre petite échelle, on a fait ce qu'on pouvait. Des moments festifs pour exprimer la joie et la gratitude de ces orphelins aux responsables de la Fondation qui leur offrent ainsi la chance de passer une bonne année scolaire. Je dis merci beaucoup à la Fondation pour votre aide envers nous, les enfants de ce centre. Que Dieu vous bénisse et qu'il y a de l'évolution envers votre projet. Nous prenons en charge les enfants les pleins orphelins et surtout nous sommes spécialisés dans la prise en charge des enfants dissociés. Pour notre priorité, c'est d'abord accueillir ces enfants car c'est souvent eux qui se retrouvent dans les rues. Mais aujourd'hui, ils ont reçu des parents de qualité. Nous vous disons merci. Les responsables de la Fondation Farid Danko ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils s'engagent à poursuivre leurs efforts et à travailler en étroite collaboration avec les pensionnaires de l'orphelinat afin de soutenir ces âmes innocentes qui en ont le plus besoin. La deuxième phase du programme de redevabilité qui arrive à son terme s'est établie sur 4 années. Elle a œuvré pour que les citoyens jouissent de plus en plus de leurs droits socio-économiques et politiques grâce à la systématisation de la demande et de l'offre et à l'efficacité des institutions de régulation et de contrôle. La coopération suisse apporte son appui technique et financier. Les parties prenantes ont assuré la mise en œuvre des actions à partir d'une pléiade de thématiques, parmi lesquelles nous trouvons la redevabilité judiciaire, la redevabilité sociale, qui est le suivi de la démarche qualité dans l'offre des services essentiels pour le bien-être des populations. Fort de ces 9,6 millions de francs suisses, on parle environ de 6 milliards de francs CFA, il a permis de développer un réseau avec l'expertise de l'opérateur GFA, Consulting Group, pour assurer la cohérence du processus d'apprentissage et de gestion des savoirs, sans oublier l'apport thématique du regard extérieur de l'équipe de Red Consulting. Des initiatives qui cadrent avec les réformes initiées par le gouvernement béninois pour le mieux-être des populations. La systématisation de la redevabilité est un combat de longue haleine. C'est un travail qui doit être fait sur les mentalités, sur les comportements, sur la respiration, dans les démarches de chacun de nous. Il est donc essentiel de continuer à soutenir les efforts nationaux en matière de redevabilité et de bonne gouvernance. La troisième phase de ce programme a été systématiquement lancée, toujours pour une durée de 4 années. Deux journées célébrées en une pour apporter un appui technique au plaidoyer des droits à la santé sexuelle et reproductive. Les questions de contraception et d'avortement sécurisés sont au cœur des échanges de cet atelier de réflexion initié par Kerbenen Togo pour analyser les risques liés au décès maternel et apporter un appui technique au plaidoyer des DSSR. Par rapport à d'autres pays, le Bénin a mis en place la possibilité pour des femmes en grande détresse d'avoir recours et à certaines conditions à l'avortement. Célébrée depuis 2020, la journée internationale de l'avortement sécurisé, chaque 28 septembre, avec les membres du réseau des parties prenantes. Cette édition co-célébrée avec l'ONG Kerbenen Togo, dont je salue la présence du représentant résident, appelle à réfléchir sur les DSSR à la croisée de l'environnement juridique actuel
apparemment favorables, mais ne doit pas faire baisser notre vigilance, car les défis restent encore nombreux. Travailler à réduire considérablement la mortalité maternelle à la croisée de l'environnement juridique au Bénin, un défi majeur qui nécessite une fédération des actions. Au niveau du système de santé national, plusieurs avancées sont notées surtout dans les domaines de la prévention contre la mortalité infantile, la réduction des cas de décès maternels, la prévention contre les infections sexuellement transmissibles et la planification familiale. Dans le cas de l'avortement sécurisé, il y a eu la loi qui a été votée pour faciliter l'accès aux soins complets d'avortement, notamment l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est encadré par la loi, contrairement à ce qui se passait avant. Et pour la contraception, je peux également annoncer que des mesures sont en train d'être prises au niveau du ministère pour rendre gratuite la contraception. Accélérer la réduction des décès maternels d'ici 2030 grâce à l'accès universel au DSSR est le thème de la célébration qui marque également les 25 années d'existence de l'organisation Care Bénin Togo. Ces compétiteurs sont venus des 6 communes du département de la Liborie pour prendre part à cette 6e édition du Festival départemental des activités ludiques. Cette initiative vise à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. L'objectif de cette activité, c'est de promouvoir le loisir éducatif. Nous sommes à notre 6e édition et nous avons fini avec les phases communales et ce jour nous sommes à la phase départementale. Ces participants ont compéti dans plusieurs jeux, notamment les jeux de dames, d'adji, de tabou et de belote. Nous avons 2 catégories de jeux. Nous avons les jeux classiques tels que la belote et jeux de dames. Et les jeux de chez nous, le consommons local, et nous avons adji et tabourou. Toutes les fois que nous organisons cette activité, il y a une forte mobilisation. Et vous allez dû remarquer que quand il s'agit de jeux de tabourou par exemple, il y a plus des personnes d'un âge certain qui viennent plus parce que c'est la pratique qu'ils aiment dans les villages. Je suis très heureux de revenir encore dans cette compétition car pendant 2 ans j'avais pris la retraite pour permettre aux autres de montrer aussi ce qu'ils savent faire. À ma grande surprise, je suis revenu, j'ai encore remporté. Je suis content. Je suis le champion du jeu Adji de l'édition 2024 que nous venons de terminer. Je voulais remercier tous les organisateurs pour avoir mis les petits pas dans les grands afin que cette fête soit une réalité. Les meilleurs à cette 6e édition ont reçu des prix, des trophées et partent chacun avec des enveloppes financières. Au menu de cette 3e rencontre statutaire, le rapport d'activité de 2022 à 2024. Plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif du bureau de l'ARECAM pour ce mandat de 2 ans qui s'est achevé. Accroissement de l'effectif, campagne de mobilisation de ressources, amélioration de l'appui sanitaire au profit des membres et organisation d'activités de réjouissance. L'objectif est de faire mieux avec plus de soutien. Merci pour les appuis dont nous sommes annuellement bénéficiaires et qui permettent au comité de gestion d'apporter une modeste contribution au coût des soins médicaux des membres en l'absence d'une prise en charge. Face à l'accroissement continu de nos membres, notre souhait est de voir se pérenniser le soutien du réseau avec un appui substantiel. Les sacrifices de ces aînés pour la maison FESECAM en Bénin ne sont pas oubliés. Pour les actuels responsables de cette institution de microfinance, ça reste une source de motivation. L'ARECAM peut toujours compter sur leur appui. Vous êtes des pionniers. Vous avez créé les CIELCAM à partir de rien. La FESECAM toujours plus forte. Et donc, nous autres, nous allons travailler à porter ce flambeau que vous avez laissé. En effet, les retraités constituent une richesse. C'est un réel plaisir
pour le conseil d'administration de la FESECAM Bénin de vous accompagner, le Tout-Puissant, qu'il vous donne la santé et la longévité. Les membres de l'amicale ont renouvelé pour 2 ans encore leur confiance au bureau sortant, à l'exception d'un membre remplacé pour raison de santé. Et pour l'AGO 4, ces retraités de la FESECAM Bénin se donnent rendez-vous à Porto-Novo, la capitale du Bénin. Près de 12 000 jeunes des départements de la Liborie et de l'Atakora sont impactés par le projet EJASA. Ces hommes et femmes s'investissent dans 4 filières, à savoir maraîchage, petits ruminants, volailles et soja. En dehors des actions actuelles, le projet EJASA, qui prend fin en 2027, outille les bénéficiaires de manière à pérenniser les acquis. La durabilité du projet est au cœur de la deuxième phase, parce que quand il y a eu la première phase, avec les résultats concluants qui ont été donc atteints, l'ambassade des Pays-Bas a accordé maintenant de faire une extension. Ce qui est surtout important en termes de durabilité, c'est, disons, toute la batterie d'actions et d'initiatives qui sont en œuvre, qu'à la fin du projet, qu'il y ait des choses qui résistent ou qui persistent. On a les jeunes à la base. De ces jeunes-là, on identifie les champions. Des champions, on identifie les mentors et les coachs. C'est tout un dispositif qui permet de professionnaliser des jeunes qui peuvent continuer le travail. Dans le but d'améliorer durablement les revenus des jeunes et des femmes, le projet interagit au quotidien avec des partenaires opérationnels, d'où la nécessité de renforcer les relations. Il est bien qu'on puisse échanger avec les partenaires stratégiques que nous avons, qui ne sont pas directement informés de ce que nous faisons comme activité. Donc c'est pour ça que nous avons invité les maires, nous avons invité les préfets, nous avons invité les responsables des centres de promotion sociale, des DAEP, ATDA et la police républicaine pour pouvoir communiquer en réalité ce que nous faisons au niveau du projet EJASA. Ces partenaires auront ensuite la responsabilité de faire des retours et des suggestions en vue d'aider le projet à mieux impacter. Pour rappel, le projet accompagne 12 500 jeunes sur 5 années. Les résultats présentés prennent en compte la phase pilote de EJASA de 2020 à 2022 et la deuxième phase démarrée depuis 2023. 2 départements, Alibori et Atakora, soit 15 communes, ont bénéficié des actions pour des performances encourageantes. Aujourd'hui, le projet EJASA, avec sa phase pilote, a touché plus de 4 000 jeunes. Donc, ce sont des jeunes qui sont actifs dans le secteur agricole. Bien sûr, il y a des bénéficiaires indirects. Vous imaginez, tous ces jeunes-là, ça impacte leur ménage lorsqu'il s'agit de la nutrition et lorsqu'il s'agit des formations aussi. Les ménages sont associés et il y a aussi l'écosystème qui est touché aussi. Quand vous prenez les organisations professionnelles agricoles sont renforcées. Dans les discours d'appréciation des résultats, ces partenaires stratégiques sont revenus sur certaines préoccupations. Un feedback attendu d'ailleurs par l'équipe de la SNV pour la suite du projet. Ce qui m'a impacté, ce projet a impliqué les structures locales pour l'identification des cibles. Pour la commercialisation du soja, la politique du gouvernement, c'est l'une des meilleures et nous voulons qu'elle puisse s'aligner sur aussi les autres tels que le coton, la filière coton, où les marchés autogérés sont créés. EJASA phase 2 prend fin en 2027 et l'objectif est de passer d'environ 4 500 à 12 500 agripreneurs impactés. La SNV est appuyée dans ce projet par le Royaume des Pays-Bas et l'Union européenne. L'étude a été menée dans les départements du Borgou, de la Donga et des Collines, zone d'intervention du programme Approche communale pour le marché agricole.
Selon l'équipe de consultants, les causes des conflits fonciers relevés ont notamment obstruction des couloirs de passage et méconnaissance des instances locales de gestion foncière. Des actions phares sont envisagées dans la foulée. On peut retrouver essentiellement, par exemple, la généralisation du cadastre, la sensibilisation sur le contenu du code foncier et domanial, afin que et les populations et les acteurs du foncier puissent mieux maîtriser les questions foncières. Nous avons préconisé également comme action phare l'intensification de tout ce qui est mesures de sécurisation. Il y a des instances qui sont prévues pour la prévention et la gestion des conflits fonciers, mais ces instances ne sont souvent pas opérationnelles. Et dans opérationnel, on entend leur mise en place, leur fonctionnement, leur équipement et même des appuis de toute forme. Toutes les mesures quand même que nous avons identifiées sont synthétisées à travers une stratégie que nous sommes là aujourd'hui pour valider. Les résultats de l'étude confortent les responsables du programme ACMA 3 dans leurs décisions. L'idée derrière cette étude est d'élaborer une stratégie innovante de prévention et ou de résolution de ces conflits et d'explorer les pistes d'accompagnement des institutions compétentes à la prévention et à la résolution des conflits fonciers dans la zone d'intervention du programme à l'effet de développer des solutions durables et adaptées à nos réalités locales. Il ne se passe de semaines, encore moins de mois, où nous réglons des problèmes liés aux conflits fonciers, nonobstant la disposition légale en vigueur au Bénin. Que dans un pareil contexte, un programme comme ACMA 3 en vienne à commanditer une étude sur les conflits fonciers, vous imaginez combien cela nous réjouit. À terme, la mise en œuvre des recommandations de l'étude fera des espaces agricoles du programme ACMA 3 des lieux de paix, de prospérité et de durabilité. Longtemps désiré par les populations d'Okeo, il aurait fallu attendre l'avènement de la rupture pour que le bitumage de cette voie soit une réalité. Le bitumage de Nas-Savè, sur lequel nous nous retrouvons ici, et c'est comme vous le constatez, c'est toute une joie pour la population. Cette infrastructure, c'est 27,5 km de route qui relie Dassazoumé à Okeo, village qui fait frontière avec le Nigeria. Joie et doléances, sentiments manifestes des populations. Première demande de la population, c'est le pont sur le fleuve Okpara. Parce que ce pont servira non seulement la localité d'Okeo et l'arrondissement, mais ça servira également toute la commune de Savè, toute la commune de Wessé, toute la commune de Glazoué. Ça servira également au-delà, Banté, Savalou, même jusqu'au Togo, Ghana, il passe par ici. Ça nous manque aussi la sécurité. Si l'État peut tout faire pour nous doter aussi du commissariat d'arrondissement, je pense qu'on aura aussi le cœur à l'aise. Situé dans les périphéries de Dassazoumé, ce village bénéficie de la phase 2 de l'asphaltage. Preuve que le programme d'action du gouvernement ne laisse nulle place où la main ne passe et repasse.